Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la correction d'un devoir sur le début du chapitre sur les suites numériques du programme de première. Donc, il y a déjà d'autres devoirs qui ont été corrigés sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir pour vous entraîner et faire plusieurs sujets différents. Ce qu'on va aborder dans ce devoir, ce sont calcul de termes pour une suite de manière générale, sens de variation pour une suite de manière générale. Ensuite, on va aborder les suites arithmétiques, les suites géométriques. Donc, pour les suites arithmétiques, on va voir comment on peut retrouver la raison d'une suite arithmétique à partir de deux termes. Donc là, c'est U10 et U24 qu'on connaît, on doit retrouver la raison. Ensuite, on voit aussi sens de variation pour une suite arithmétique, formule explicite pour une suite arithmétique. On voit pareil pour les suites géométriques, formule explicite, formule de récurrence, sens de variation. Voilà, on voit également les représentations graphiques d'une suite arithmétique et suite géométrique. Plein de belles choses, il faut que vous ayez tout compris. Ne seront pas abordées dans cette vidéo les limites de suite ainsi que les sommes de termes de suite arithmétique ou de termes de suite géométrique. Voilà, tout le reste y est. On y va. Alors, dans cet exercice-là, on nous dit pour chacune des suites suivantes, calculer U1 et U2. Donc, pour la première question, on a la suite U qui est définie grâce à cette formule. On y va. Donc, je commence par recopier la formule qui définit ma suite, qui est une formule de récurrence, puisqu'ici UN plus 1 est exprimé en fonction de UN. Et je vais pouvoir calculer, terme à terme, les termes que je veux calculer, c'est-à-dire U1 et U2. On démarre par U1. U1 égale, alors si je veux calculer U1, U1 joue le rôle de UN plus 1, c'est-à-dire du terme qui arrive, et donc UN joue le rôle du terme précédent. Alors qui est le terme précédent U1? Eh bien c'est U0. Donc en fait, UN joue le rôle de U0. On obtient donc eh bien, que U1 est égal à U0 plus 1 divisé par U0 moins 1. U0, on sait qu'il vaut 2. On peut donc remplacer dans le calcul, ce qui donne 2 plus 1 sur 2 moins 1. Maintenant, je peux effectuer les calculs. J'obtiens donc 2 plus 1, cela vaut 3, et 2 moins 1, cela vaut 1. Donc finalement, eh bien, U1 est égal à 3. Voilà pour U1, on peut passer au calcul de U2. Pour le calcul de U2, donc U2 joue le rôle de UN plus 1, j'ai donc besoin du terme précédent U2 pour faire ce calcul, puisqu'ici, UN est le terme précédent UN plus 1. Le terme qui précède U2, eh bien, c'est tout simplement U1 que je viens de calculer et qui vaut 3. Donc finalement, U2 est égal à U1 plus 1 sur U1 moins 1. U1, on vient de dire qu'il valait 3. Je vais donc remplacer U1 par 3. Cela donne 3 plus 1 sur 3 moins 1. 3 plus 1, cela vaut 4. 3 moins 1, cela vaut 2. Donc finalement, eh bien, on a que U2 est égal à 2. Voilà qui vient conclure cette première question. Pour la deuxième question, eh bien, c'est la même consigne, mais avec une autre suite. Donc, on va prendre la suite U avec la définition qui est donnée dans la question 2 et on se lance. Donc, j'aurais écrit la définition pour tout n appartenant à grand N. UN plus 1 est égal à moins 5 fois UN au carré plus 3n avec U0 égale 1. Alors, au passage, cette formule ici, la suite U n'est définie ni par une formule explicite ni par une formule de récurrence. En effet, UN plus 1 ici est exprimé en fonction à la fois de UN mais aussi de N. Donc, ça ne porte ni le nom de formule de récurrence. Pour que ce soit une formule de récurrence, il faudrait que UN plus 1 soit exprimé uniquement en fonction de UN. Pour que ce soit une formule explicite, il faudrait que ce soit UN déjà, pas forcément UN plus 1, qui soit exprimé uniquement en fonction de N. Donc ici, ni formule explicite, ni formule de récurrence. Ça n'apporte pas de nom particulier. On va calculer U1 et U2. Pour calculer U1, eh bien ici j'utilise la définition. Donc pour calculer un terme, il faut que j'utilise le terme précédent et le rang du terme précédent. Donc je l'applique. Si je calcule U1, le terme précédent U1 n'est autre que U0. On obtient donc moins 5 fois U0 au carré plus 3 fois 0. Alors pourquoi 0 ici? Eh bien parce qu'ici dans la formule, vous observez que si là j'ai U qui porte le numéro N, le rang N, eh bien ici, c'est exactement le même N. Donc le N qui est là est égal au N qui est là, obligatoirement. N ne peut pas avoir plusieurs valeurs. Donc ici, si j'ai U0, finalement, le N ici, c'est 0.
on applique U0 vaut 1, donc U0 va être remplacé par 1. On obtient donc moins 5 fois 1 au carré plus 0, puisque 3 fois 0 est égal à 0. Cela nous donne moins 5 fois 1, donc moins 5. Finalement, U1 est égal à moins 5. On passe au calcul de U2. Pour U2, la méthode reste la même. U2 égale, donc U2 joue le rôle du UN plus 1. Je vais donc avoir besoin du UN pour UN plus 1, c'est-à-dire du terme précédent, celui que je cherche à calculer. Donc si je cherche à calculer U2, le terme précédent, c'est U1. On a donc moins 5 multiplié par U1 au carré, plus 3 fois. Et donc ici, le N doit être le même qu'ici. Donc ici, c'était un 1, donc 3 fois 1. Ensuite, U1, eh bien U1 vaut moins 5, on l'a déjà calculé. Donc cela nous donne moins 5 fois moins 5 au carré, plus 3. Moins 5 au carré est égal à 25, c'est moins 5 fois moins 5, c'est égal à 25. Donc finalement ici, on a moins 5 fois 25, c'est-à-dire moins 125, plus 3, ce qui nous donne moins 122. On a donc calculé U2 qui vaut moins 122. Voilà qui vient conclure l'exercice 1. On peut passer à l'exercice 2. Alors, dans cet exercice 2, on nous définit une suite U par, pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à moins 4n au carré plus 2n. On nous demande de montrer dans la première question que la suite U n'est pas arithmétique. Alors, je commence par recopier la formule qui définit ma suite, qui au passage ici est une formule explicite, puisqu'on peut remarquer que UN est exprimé uniquement en fonction de n. Alors, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, eh bien, on va essayer de se rappeler de ce que c'est qu'une suite arithmétique. Une suite arithmétique, donc par exemple, qui démarrait par un premier terme U0, puis U1, U2, U3, U4, eh bien, elle est arithmétique à partir du moment où eh bien, je passe d'un terme au suivant, donc comme ça, hein, pour tout n, hein, pas uniquement pour les 5 premiers termes comme j'ai pu le dessiner ici, hein, on imagine bien, c'est infini. Eh bien, pour passer d'un terme au suivant, je rajoute toujours le même nombre réel qu'on appelle la raison et qu'on note souvent petit r. Donc, en réalité, pour montrer que la suite n'est pas arithmétique, eh bien, je vais essayer de montrer que pour passer d'un terme au suivant, eh bien, je n'ai pas rajouté le même nombre que pour passer du suivant à celui qui le suit encore. C'est-à-dire que pour passer de U0 à U1, j'ai rajouté un certain nombre qui n'est pas le même que celui que j'aurais dû rajouter à U1 pour trouver U2. Voilà. Donc, en fait, je vais prouver que le R qui serait ici ne serait pas le même R que celui qui est là. Donc pour cela, je vais calculer U0, U1 et U2 et je vais regarder la différence qu'il y a entre U1 et U0, la différence qu'il y a entre U2 et U1 et si cette différence n'est pas la même, je pourrais directement conclure que la suite n'est pas arithmétique. Du coup, pour faire cela, eh bien, il va falloir que je calcule U0, U1 et U2 par exemple. Alors U0 est égal à moins 4 fois 0 au carré plus 2 fois 0, hein, puisque U0 est égal à moins 4 fois 0 au carré plus 2 fois 0. Ce qui donne moins 4 fois 0 au carré, 0, plus 2 fois 0, et bien ça nous donne tout simplement 0. Ensuite, pour passer à U1, eh bien je vais calculer U1 de la manière suivante, en appliquant toujours la même formule. U1 est égal à moins 4 fois 1 au carré plus 2 fois 1, ce qui nous donne moins 4 fois 1 au carré. Alors 1 au carré vaut 1, donc moins 4 fois 1, ça nous donne moins 4. 2 fois 1, cela vaut 2. Donc moins 4 plus 2, c'est égal à moins 2. Enfin, il faut que je calcule U2, et U2 est égal à, je remplace n par 2, cela me donne moins 4 fois 2 au carré, plus 2 fois 2. Alors, moins 4 fois 2 au carré, donc je dois d'abord calculer le carré. Donc 2 au carré, cela vaut 4. Donc moins 4 fois 4, ça donne donc moins 16. Plus 2 fois 2 qui vaut 4. Donc moins 16 plus 4. Cela nous donne donc moins 12. Donc maintenant que j'ai calculé U0, U1 et U2, eh bien je m'aperçois que pour passer de U0 à U1, donc c'est-à-dire de 0 à moins 2, eh bien j'ai dû rajouter le nombre qui vaut finalement moins 2,
puisque 0 plus moins 2 donne moins 2, et que pour passer de moins 2 à moins 12, eh bien en réalité, j'ai rajouté le nombre qui vaut moins 10. Donc vous voyez, je n'ai pas rajouté le même nombre pour passer de U0 à U1 que pour passer de U1 à U2. Donc la suite ne peut pas être arithmétique. Alors comment on l'écrit proprement? Eh bien on va faire le calcul de U1 moins U0 et de U2 moins U1 pour bien voir la différence entre deux termes consécutifs. Donc U1 moins U0 est égal à U1, on a dit qu'il valait moins 2 et U0 vaut 0. Donc moins 2 moins 0. Donc U1 moins U0 est égal à moins 2. Ensuite, la différence entre les deux termes suivants, donc U2 et U1, est égal à U2, on a vu qu'il était égal à moins 12, et U1, on a vu qu'il était égal à moins 2. Donc, moins 12 moins 2, donc moins 12 plus 2, cela me donne moins 10. Donc, U2 moins U1 est égal à moins 10. Ce qu'on avait vu avec les petites flèches rouges. Première différence, c'était moins 2. La deuxième, c'était moins 10. Donc, eh bien, nous nous sommes rendus compte que U1 moins U0 était différent de U2 moins U1. Donc, la suite n'est pas arithmétique. Voilà, U n'est pas arithmétique. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, dans la question 2, on nous demande de montrer que pour tout n appartenant à grand N, le calcul de UN plus 1 moins UN est égal à moins 8n moins 2. Donc, il suffit de faire le calcul de UN plus 1 moins UN et essayer de trouver si le résultat est bien moins 8n moins 2. Alors, je peux réécrire une fois de plus la formule qui régit ma suite, qui génère ma suite. Donc, pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à moins 4n au carré plus 2n. On m'a demandé de calculer UN plus 1 moins UN. Donc, je m'exécute. Pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 moins UN est égal à... Alors, autant UN, on le connaît, c'est moins 4n au carré plus 2n. Autant UN plus 1, a priori pour l'instant on ne le connaît pas, mais on va pouvoir le calculer grâce à la formule explicite de la suite U qui est en haut ici. En effet, pour avoir UN plus 1, donc le terme de rang N plus 1, il suffit de remplacer le rang qui était N ici par N plus 1. Dans ce cas-là, j'aurai U N plus 1. Si je remplace ici, je remplace bien entendu partout dans l'expression les N par des N plus 1. Donc pour obtenir UN plus 1, je remplace tous les N par des N plus 1. Cela me donne moins 4 fois N qui est remplacé par N plus 1, donc N plus 1 au carré, je mets bien des parenthèses, tout le N était au carré, donc tout le rang N plus 1 doit être au carré, plus 2 fois le rang N est remplacé par le rang N plus 1. Donc là, c'est UN plus 1 que je viens de noter ici. Maintenant, il me reste à écrire moins UN, donc moins. Et UN, attention, je m'aperçois que l'opération principale est une addition, donc il faut bien que je mette des parenthèses pour que le moins qui est devant UN s'applique bien à tout le UN. Je dois mettre des parenthèses autour de l'expression de UN. Donc moins 4n au carré plus 2n. On obtient donc moins 4, facteur 2. Alors attention, n plus 1 au carré, c'est une identité remarquable de la forme a plus b au carré. La formule pour une identité remarquable de la forme a plus b au carré, je vous la rappelle, a plus b au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré pour a et b des nombres réels. Donc finalement ici a c'est n, b c'est 1. Donc a carré ça donne n au carré plus 2 fois a fois b, donc 2 fois n fois 1, donc 2n, plus b au carré, donc plus 1 au carré, plus 2 fois n, 2n, et 2 fois 1, 2. Ici, j'ai un moins devant ma parenthèse. Alors, soit vous appliquez la règle qui dit que quand j'ai un moins devant une parenthèse, je dois changer tous les signes dans la parenthèse. Soit vous voyez les choses de manière un petit peu plus mathématique, c'est-à-dire que moins devant une parenthèse, en fait, c'est que vous avez moins 1 fois tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, moins 1 fois moins 4n au carré, ça donne donc plus 4n au carré. Et moins 1 fois 2n, ça nous donne moins 2n. On peut développer la parenthèse ici, donc moins 4n au carré plus moins 4 fois 2n, donc moins 8n,
plus moins 4 fois 1 au carré. Alors 1 au carré, cela vaut 1. Donc ça fait moins 4 fois 1, donc moins 4. Plus, alors ici, 2n et moins 2n s'annulent. Donc il nous reste plus 2, plus 4 n au carré. Donc ici, on a moins 4n au carré plus 4n au carré, cela s'annule. On obtient donc moins 8n. Et moins 4 plus 2, donc moins 2. Donc finalement, un plus 1 moins un est égal à moins 8n moins 2. C'est ce qu'on me demandait de montrer dans la question. J'ai donc terminé la question 2. On passe à la 3. Alors, dans la question 3 de l'exercice 2, on me dit en déduire le sens de variation de la suite U. Il y a un que ici qui s'est glissé, qui sera enlevé dans la version PDF que vous pourrez trouver sur le site pour retravailler ce contrôle. Donc, en déduire le sens de variation de la suite U. On me dit en déduire. Donc, ça veut dire que je dois me servir de la question précédente. Donc, je dois me servir du fait que un plus 1 moins un est égal à moins 8n moins 2. Ça n'est pas sans me rappeler la méthode qui me permet de trouver le sens de variation d'une suite à partir du calcul de un plus 1 moins un. On va donc se lancer là-dessus. Donc, comme me le suggère la question en me disant en déduire le sens de variation de la suite U, eh bien, je vais me servir du résultat de la question 2 qui était que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un plus 1 moins un est égal à moins 8n moins 2. Petit rappel de la méthode pour trouver le sens de variation à partir du calcul de un plus 1 moins un. Eh bien, la méthode, c'est je calcule la différence un plus 1 moins un. Si en faisant cette différence, eh bien, je me rends compte que le résultat trouvé est un nombre positif, eh bien, ça voudra dire que la différence est positive, ça veut dire que le premier nombre est plus grand que ce que j'ai pu lui retirer. Donc, il me restait bien quelque chose de positif. Par contre, si je trouve que la différence est négative, eh bien, ça veut dire que finalement, c'est le nombre que j'ai retiré qui était plus grand que celui que j'avais au départ. Donc, si je trouve que le résultat de un plus 1 moins un est positif, ça veut dire que le premier nombre est plus grand que ce que je lui ai retiré, donc un plus 1 sera toujours plus grand que un. Ça veut dire que le terme qui arrive est toujours supérieur au terme précédent. Ça veut dire que la suite va être croissante. Si par contre un plus 1 moins un donne un résultat négatif, c'est que j'ai retiré un nombre ici un qui est plus grand que le nombre un plus 1, ce qui veut dire que un plus 1 finalement est plus petit que le nombre un. Ça veut dire qu'un terme qui arrive est toujours plus petit que le terme qui le précédait. Ce qui veut dire que la suite va être strictement décroissante. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est le signe de moins 8n moins 2. La question, c'est est-ce que moins 8n moins 2 est un nombre qui sera toujours positif quelle que soit la valeur de n? Est-ce que c'est un nombre qui sera toujours négatif quelle que soit la valeur de n? Ou est-ce que finalement, ça dépend de n? Il y a des fois où le résultat est positif et où des fois où le résultat est négatif. Voilà la question que je me pose. Donc je veux le signe de moins 8n moins 2. Pour rédiger cette réponse, eh bien, il y a deux méthodes que vous pouvez utiliser. On peut en voir plus, mais voilà, déjà avec ces deux méthodes, c'est pas mal. Prenez celle qui vous plaît le plus. Alors ici, je me rends compte que n est un entier naturel. Et je me rends compte qu'en fait, comme n est un entier naturel, appartient à grand N, et que les entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., donc ce sont des nombres qui sont positifs, eh bien, un nombre positif, si je le multiplie par moins 8, cela me donne un résultat négatif. Et un résultat négatif, si je lui retire 2, eh bien, c'est encore un résultat négatif. Donc, en fait, ma petite idée, c'est que ce résultat va être négatif à cause du fait que n était un entier naturel et que donc n était positif. Donc, je peux démarrer éventuellement comme ça, en disant, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, finalement, n est supérieur ou égal à 0. Tout simplement par définition des entiers naturels. Donc, finalement, moins 8n, eh bien, moins 8n devient donc est un nombre négatif, puisque je peux multiplier par moins 8 des deux côtés de mon inégalité. Donc, n fois moins 8 donne moins 8n, 0 fois moins 8 donne 0. Par contre, quand je multiplie par un nombre négatif, je dois changer le sens. Mais sinon, mettez tout simplement du sens là-dessus. Si vous avez un nombre positif, en multipliant par moins 8, eh bien, le résultat est négatif. Ensuite, je retire 2. Donc finalement, moins 8n moins 2 est inférieur ou égal
eh bien à moins 2, j'ai retiré 2 des deux côtés, hein, donc un nombre qui est négatif, si on lui retire 2, eh bien il est plus petit que moins 2. Mais moins 2, ça tombe bien, puisque du coup, moins 2 est un nombre qui en fait est strictement négatif. Donc si moins 8n moins 2 est plus petit que moins 2, eh bien en fait ça veut dire que moins 8n moins 2 est strictement négatif. Donc je peux dire que moins 8n moins 2 est strictement négatif. Alors je peux le remettre en rouge si vous voulez bien voir que ça vient du fait que moins 2 était lui-même négatif. Voilà. Donc ça veut dire que un plus 1 moins un finalement est strictement négatif. Et cela pour tout n appartenant à grand N. Donc un plus 1 moins un est strictement négatif. Je pourrais donc conclure que la suite U est strictement décroissante. On va voir la méthode 2. Alors la méthode 2, là où elle est un tout petit peu plus intéressante, c'est que dans un autre cas de figure, eh bien, on pourrait quand même l'appliquer. Alors que cette méthode 1, eh bien, si jamais il y avait des fois où ce résultat était positif, avec la méthode 1, on n'aurait pas pu vraiment rédiger. On a fait la méthode 1 parce qu'on a repéré que le résultat serait toujours négatif à cause du fait que n était positif. Et donc on s'en est sorti en partant de n positif et en reconstruisant moins 8n moins 2. La méthode 2, c'est je vais me demander quand est-ce que moins 8n moins 2 donne un résultat positif. Je vais donc résoudre l'inéquation. L'inéquation que je vais essayer de résoudre, c'est je me pose la question, par exemple, quand est-ce que moins 8n moins 2 va me donner un résultat positif. Voilà. C'est la question que je me pose, c'est est-ce que ce résultat peut être positif? Donc je résous l'inéquation moins 8n moins 2 supérieur ou égal à 0. Cette inéquation, elle est équivalente à l'inéquation moins 8n supérieur ou égal à 2. En effet, je peux rajouter 2 dans les deux membres de mon inégalité. Donc, moins 8n moins 2 plus 2, moins 2 plus 2, ça va s'annuler. Et 0 plus 2 me donne bien 2. Cette inéquation est elle-même équivalente à n. Alors, je vais diviser dans les deux membres par moins 8. Divisé par un nombre négatif, il faut que je change le sens. Cela me donne n plus petit que 2 sur moins 8, ce qui est équivalent à dire que n est inférieur ou égal à moins un quart, c'est-à-dire moins 0,25. Alors attention, je n'ai pas affirmé que moins 8n moins 2 était positif. J'ai cherché à résoudre l'inéquation, c'est-à-dire j'ai cherché sous quelles conditions j'allais avoir que moins 8n moins 2 était positif. La réponse que j'ai trouvée en faisant la résolution de l'inéquation, c'est que c'était quand n allait être plus petit que moins un quart. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cet exercice, le n, c'est un entier naturel. Donc en fait, cette inéquation, je cherche à la résoudre sur l'ensemble des entiers naturels. Ici. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que pour les n entiers naturels, est-ce que n peut être plus petit que moins un quart? C'est-à-dire, est-ce qu'un entier naturel peut être en dessous de moins 0,25? Et on sait que non, puisque les entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ça veut dire que cette condition qui dit que n est plus petit que moins un quart ne sera jamais réalisée pour les entiers naturels. Ce qui est le cas de notre exercice, on est sur les entiers naturels. Ça veut dire que si cette condition n'est jamais réalisée, eh bien celle-là non plus, puisqu'elles sont équivalentes, ces deux inéquations. Donc ça veut dire que moins 8n moins 2 ne sera jamais supérieur ou égal à 0. Ce qui sous-entend que pour nous, eh bien, pour tous les n entiers naturels, eh bien, le calcul de moins 8n moins 2 donnera un résultat strictement négatif. Donc j'arrive à la même conclusion qu'ici. Donc je peux dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien un plus 1 moins un est strictement négatif. Donc j'arrive bien à la même conclusion, heureusement qu'avec deux méthodes différentes, dans le même exercice, j'arrive quand même à la même conclusion. Donc je vais faire une conclusion générale, c'est-à-dire que vous ayez fait cette méthode ou cette méthode, la dernière phrase, ça doit être celle qui arrive ici. Hop. On pourrait imaginer une première phrase qui dirait donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien cela veut dire que un plus 1 est plus petit que un, d'accord, d'ici ou de là, cela me donne ça, et que donc, eh bien si pour tout n, le terme qui arrive est toujours plus petit que le terme précédent, ça veut dire que la suite est décroissante. Donc U est même strictement décroissante, puisque là j'ai un strict. Pas bien grave, si vous avez un ou égal, de dire qu'elle est décroissante, simplement, ce n'est pas très important.
Donc U est strictement décroissante. Et cela vient conclure notre exercice 2. On passe au 3. Alors, dans l'exercice 3, on a une suite U qui est définie par la formule qui est donnée juste là. Et on a une fonction f qui est définie par la formule qui est également donnée, l'expression qui est donnée. Première question, c'est de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, cette fonction f est définie par l'expression suivante pour tout x appartenant à R. F de x est égal à 2x au carré moins 20x plus 43. Donc, on vous demande d'étudier ou de dresser le tableau de variation de la fonction f, c'est que vous êtes censé être capable de le faire, et donc là, vous êtes capable de le faire, puisqu'en fait, vous êtes dans le cadre du cours du chapitre précédent sur les fonctions polynomiales du second degré. Vous devez savoir, c'est une des capacités du chapitre sur le second degré, vous devez savoir dresser le tableau de variation d'une fonction polynomiale de degré 2. Donc dans un premier temps, on va dire qu'effectivement, on a reconnu qu'on était bien dans le cadre du chapitre précédent. Donc on l'écrit, f est une fonction polynomiale du second degré avec, on va reconnaître tout de suite les coefficients a, b et c propres aux fonctions polynomiales du second degré. Le a, c'est le coefficient dominant qui accompagne donc x au carré, il s'agit de 2 ici. Le b, c'est le coefficient qui accompagne le x, moins 20. Et le C, c'est le terme constant, 43. Maintenant, il faut vous souvenir des méthodes qu'on a vues dans le chapitre sur le second degré. Pour trouver un tableau de variation, pour trouver les variations d'une fonction polynomiale du second degré, il faut utiliser les informations données par la forme canonique. Je vais donc devoir calculer le alpha et le bêta de la forme canonique. Ça va me donner des informations sur mon tableau de variation. Dans cette question, attention, il n'y a absolument pas à calculer le discriminant delta de la fonction polynomiale. Le discriminant delta ne nous aide absolument pas à dresser le tableau de variation d'une fonction polynomiale du second degré. Ce qui nous aide, c'est la forme canonique, c'est donc alpha, bêta et le coefficient dominant. Alors, alpha, il se calcule avec la formule moins b sur 2a. Ce qui me donne, si je remplace b et a par leur valeur, c'est-à-dire moins 20 et 2, donc moins 20 sur 2 fois 2. Ce qui donne moins 20, ça donne 20, donc 20 divisé par 4, j'obtiens 5. Alpha est donc égal à 5. Pour le calcul de bêta, eh bien, je sais que bêta, c'est l'image de alpha par la fonction f. Donc en fait, c'est f de alpha. Alpha, je sais qu'il vaut 5, donc en fait, bêta est égal à f de 5, c'est-à-dire l'image de 5 par la fonction f. Ça veut dire qu'en fait, je vais reprendre ici l'expression de f de x et je vais remplacer x par 5. Ça va me donner le résultat, ce sera bêta. Ça me donne donc 2 fois 5 au carré, puisque je vais remplacer x par 5, moins 20 fois 5, donc moins 20 fois 5, plus 43 qui était là-bas. En effectuant ce calcul, on trouve moins 7. Donc finalement, bêta est égal à moins 7. Alors, alpha et bêta ne me suffisent pas à construire le tableau de variation de la fonction f. Dans un tableau de variation alpha et bêta, qui en fait alpha et bêta, ce sont les coordonnées du sommet de la courbe représentative de f. On sait que la fonction f étant une fonction polynomiale de degré 2, eh bien elle admet une courbe représentative qui est une parabole. La parabole va soit être ouverte vers le haut, soit être ouverte vers le bas. C'est ça qui va décider si vous avez la fonction qui est d'abord croissante puis décroissante ou d'abord décroissante puis croissante. L'orientation de votre parabole, elle est déterminée par le a. Donc le coefficient dominant a, son signe est très important. S'il est positif, la parabole sera orientée vers le haut et donc on aura dans le tableau de variation une flèche vers le bas puis une flèche vers le haut. Si le a est négatif, la parabole est orientée vers le bas et donc dans le tableau de variation, on aura une flèche qui va vers le haut puis une flèche qui va vers le bas. Nous sommes dans ce cas-là. Donc il faut absolument parler, certes, de alpha et bêta qui sont les coordonnées du sommet de la parabole, mais également du coefficient dominant pour savoir si on est plutôt dans cette configuration ou dans celle-là. Donc, les informations, on a A qui est strictement positif. Cela me renseigne sur le sens des flèches dans mon tableau de variation. Orientation de la parabole ouverte vers le haut, donc fonction décroissante puis croissante.
Deuxième information, ce sont les valeurs de alpha et de bêta qui me donnent les coordonnées du sommet ici, donc qui me disent que en 5, eh bien, je vais avoir un minimum pour la fonction f et que ce minimum vaut moins 7. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Donc je vous répète, ça c'est le chapitre sur le second degré, donc il faut absolument savoir le faire. Et deuxièmement, je n'ai à aucun moment utilisé le discriminant delta, puisque pour dresser un tableau de variation, je n'en ai pas besoin. On passe à la question 2. Dans la question 2, on me demande de déduire de la question 1 le sens de variation de la suite U. Alors, la suite U est définie par cette formule, qui au passage est une formule explicite, puisque UN est exprimé uniquement en fonction de N. Ce que je peux remarquer, puisqu'on me dit en déduire le sens de variation de la suite U, ça veut dire que je dois me servir des informations que j'ai obtenues dans la question 1. Or, dans la question 1, on me parlait d'une fonction f. Cette fonction f a pour expression, pour tout x appartenant à R, f de x égale 2x au carré moins 20x plus 43. Donc cette fonction f, si on observe bien, elle n'a pas été prise complètement au hasard. On s'aperçoit que finalement, ici, l'expression qui est là avec des x, c'est exactement l'expression qui est là, mais avec des n. Donc finalement, on se rend compte que la fonction f, c'est la fonction qui est associée à la suite u pour la formule explicite de la suite u. Dans ce cas-là, eh bien, c'est un peu particulier. Ça veut dire qu'en fait, si on regarde bien, si f, je cherche l'image, non pas de x, mais de n, ça va me donner 2 fois n au carré moins 20n plus 43. Alors, quelle est la différence entre u et f, du coup, si ce n'est une question de lettres? La différence, elle est ici. Elle est par rapport à l'ensemble où est définie mon expression. U est défini pour des entiers naturels, alors que f est défini pour tous les nombres réels, y compris du coup les entiers naturels. Donc ça veut dire qu'en fait, f ici, à partir du moment où je remplace x par n, eh bien f de n, ça me donne le même résultat que un. Donc je peux dire que un est en fait égal à f de n, c'est-à-dire à l'image de n par la fonction f. Si je remplace x par n, j'obtiens bien ici un. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique par exemple? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si je trace la courbe représentative de la fonction f, donc là je vois bien que c'est la courbe représentative d'une fonction définie sur R qui a été tracée, eh bien il y a des points communs avec la représentation graphique de la suite U, puisque en fait, UN est obtenu en prenant les images par f simplement des entiers naturels. Donc ça veut dire que de la courbe représentative de f, si je veux la représentation graphique de la suite, je ne vais sélectionner de la courbe représentative de f que les points qui ont une abscisse qui est un entier naturel. Donc ici, si je regarde le graphique de la fonction f, eh bien, je vais sélectionner uniquement les points qui ont une abscisse entière, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Voilà qui est fait. J'ai sélectionné ces points, ce sont les points qui sont en bleu. Et désormais, si je ne veux que la représentation graphique de la suite U, eh bien, je n'ai qu'à effacer la courbe représentative de la fonction f. J'obtiens donc la représentation graphique de la suite uniquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans ce cas de figure, eh bien, la suite va suivre les mêmes variations que la fonction, puisque vous voyez qu'ici, les points suivent des points de la parabole. Donc, comme la parabole représentait une fonction f qui était d'abord décroissante jusqu'à 5, puis croissante sur 5 plus l'infini, eh bien, la suite va d'abord être décroissante jusqu'au rang 5, puis croissante à partir du rang 5. Bien entendu, on le dit lorsqu'on rédige, donc on précise bien que UN, en fait, on a remarqué que c'était égal à f de n pour tous les entiers naturels. Ensuite, on constate d'après la question 1 que f était strictement décroissante sur moins l'infini 5 et strictement croissante sur 5 plus l'infini. Ça, c'est le tableau de variation qu'on a fait juste avant. Et donc, comme on a cette relation UN égale f de n, eh bien on sait que les variations de la fonction f vont correspondre aux variations de la suite U, et que donc, eh bien, U est strictement décroissante jusqu'au rang 5,
donc U0, U1, U2, U3, U4, U5, et est strictement croissante à partir du rang 5. Donc à partir du rang 5, la suite est strictement croissante. Pour une suite, on n'est pas obligé de parler de ce qui se passe pour les premiers termes. Donc éventuellement, U est strictement décroissante jusqu'au rang 5. Ça, on pourrait l'oublier et uniquement parler de ce qui se passe à partir du rang 5. C'est ça qui va davantage nous intéresser. Donc cette méthode, je vous rappelle, c'est lorsqu'on a une formule explicite et qu'on est capable de trouver le sens de variation de la fonction qui est reliée à cette formule explicite, eh bien de temps en temps, on peut conclure, comme ici, c'est ce qui se passe, comme on a une fonction qui était strictement décroissante sur moins l'infini 5, strictement croissante sur 5 plus l'infini, je peux en conclure que la suite a exactement les mêmes variations, donc jusqu'au rang 5 et à partir du rang 5. On passe à l'exercice 4. Dans l'exercice 4, on nous présente une suite U qui est arithmétique et qui est définie par deux termes, donc U10 qui vaut 36 et U24 qui vaut 71. Dans la première question, on nous demande de déterminer la valeur de la raison de la suite U. Donc pour rédiger, je commence bien par répéter que U est arithmétique de raison R. Donc R, c'est un nombre qui appartient au nombre réel, avec U10 qui vaut 36 et U24 qui vaut 71. Pour déterminer la raison de la suite arithmétique. Alors déjà, petit rappel de ce que c'est qu'une suite arithmétique. On l'a déjà revu dans l'exercice 2. C'est une suite où, quand j'écris les termes, U0, U1, U2, U3, U4, ainsi de suite, après il y aura de manière plus générale UN plus 1, le terme qui le suit, et ainsi de suite. Eh bien, pour passer d'un terme au suivant, eh bien, je rajoute toujours le même nombre qu'on appelle la raison. Donc de U0 à U1, de U1 à U2, de U2 à U3, de U3 à U4, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc ici, eh bien, moi, ce que je connais, c'est U10 et U24. Donc finalement, dans le cadre de mon exercice, moi, ce qui va m'intéresser pour déterminer la raison de cette suite arithmétique, eh bien, c'est les termes qui vont de U10 à U24, puisque ce sont les deux termes qu'on m'a donnés. Pour aller de U10 à U24, eh bien, normalement, qu'est-ce qui s'est passé pour une suite arithmétique? Eh bien, normalement, pour passer de U10 à U11, j'ai rajouté la raison. De U11 à U12, j'ai rajouté R. De U12 à U13, j'ai rajouté R. De U13 à U14, j'ai rajouté R. Et ainsi de suite. Donc, finalement, ce qui m'a amené donc, de 36 à 71, puisque U10 vaut 36 et U24 vaut 71, eh bien, c'est que je suis parti de 36, du coup, et que j'ai rajouté la raison un certain nombre de fois. Alors, combien de fois? Alors, ici, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fois. Donc, je pars de 36, et en rajoutant 14 fois la raison, je suis censé arriver sur 71. Autrement dit, eh bien, U24, c'est censé être U10, qui vaut 36, plus la raison qui a été rajoutée, on a compté 14 fois. Alors, comment on aurait pu trouver qu'elle avait été rajoutée 14 fois sans la compter comme on l'a fait comme ça, 1, 2, 3, nanana? Eh bien, en disant, ce terme-là porte le numéro 24, c'est le terme de rang 24, celui-là, c'est le terme de rang 10. Donc, pour aller du rang 10 au rang 24, il faut que je calcule la différence entre 24 et 10, donc 24 moins 10, qui donne 14. Donc, en fait, U24, c'est U10, à qui j'ai rajouté combien de fois la raison? Eh bien, 24 moins 10 fois la raison. Donc, 24 moins 10 fois la raison. À partir du moment où j'ai compris ça, eh bien, je sais que dans cette expression qui est ici, la seule chose que je ne connais pas, c'est la raison R. Donc, en fait, je peux commencer par remplacer ce que je connais. Donc, U24 vaut 71. Donc, finalement, 71 est égal à U10 qui vaut 36 plus 24 moins 10. On a donc dit que ça valait 14 fois la raison. Donc, j'ai donc une équation avec une inconnue. Je peux la résoudre et trouver du coup l'inconnu R qui est la raison de ma suite arithmétique. On y va. C'est donc équivalent à dire que 71 moins 36, donc 71 moins 36 vaut 14 fois la raison. Alors 71 moins 36, on peut le calculer directement. C'est égal à 35. Et donc finalement, R est égal à 35 divisé
par 14. Donc R est égal à 35 divisé par 14. Ce qui peut s'écrire sous forme irréductible, 5/2, ou si vous voulez utiliser l'écriture décimale, vous pouvez. R vaut donc 2,5. Donc voilà une première méthode pour trouver la raison. C'est la plus conventionnelle, on va dire, la plus simple, c'est-à-dire que vous comprenez réellement ici ce que vous êtes en train de faire. Une autre méthode qui existe, c'est d'apprendre par cœur la formule pour trouver la raison, c'est une méthode qui est vraiment équivalente à celle-là, hein. Et donc on va faire tout de suite. La méthode 2, c'est d'apprendre que finalement, pour trouver la raison, eh bien, il faut que je fasse la différence entre les deux termes que je connais. Donc moi, il y a U24 et U10, et que je dois diviser par la différence des rangs de ces deux termes, donc par 24 moins 10. Alors finalement, pourquoi je dis que c'est vraiment une méthode équivalente? C'est parce que, en fait, cela revient à passer de cette formule. Vous voyez, si ici U24, je retire U10, donc je cherche en fait à isoler R sans faire les calculs. Qu'est-ce que ça m'aurait donné provenant de cette formule? J'aurais eu U24 moins U10, donc U24 moins U10, et après j'aurais divisé le tout par 24 moins 10 pour isoler R. Donc j'aurais d'abord retiré 10 et j'aurais ensuite divisé par 24 moins 10. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez U24 à qui on retire U10 et ensuite on divise par 24 moins 10. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est exactement la même chose. Quand on remplace, cela nous donne donc 71 moins 36, puisque U24 valait 71, que U10 valait 36. 24 moins 10, eh bien, c'est égal à 14. Donc vous voyez, en fait, 71 moins 36, c'est exactement le 71 moins 36 qui nous donnait 35. Et à la fin, on divise par 14. Donc finalement, 71 moins 36, c'est égal à 35. 35 sur 14 vaut bien 5/2. Donc finalement, R est égal à 5/2. Donc voilà, avec les deux méthodes, choisissez celle que vous préférez. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-là qui ici utilise en fait cette compréhension-là. Celle-là n'est pas inutile non plus, hein. Ça permet d'avoir un aspect un petit peu graphique aussi de ce qui se passe. Et bon voilà, une des méthodes, vous choisissez, l'essentiel c'est de savoir trouver la raison pour cette suite arithmétique. La question 2 de cet exercice est exprimer pour tout n appartenant à grand N, un en fonction de n et déterminer le premier terme U0. Donc finalement, on me demande ici la formule explicite de la suite U. Je suis capable de la trouver puisque U rentre dans le cadre des suites pour lesquelles je suis capable de trouver une formule explicite puisqu'elle rentre dans le cadre des suites arithmétiques, que je connais la raison et que je connais un des termes. Alors, ce n'est pas le premier de la suite, mais c'est un des termes, donc je suis tout à fait capable d'exprimer UN en fonction de n. Je vais donc réciter mon cours. Dans mon cours, il y a une formule qui dit que pour tout n appartenant à grand N et pour tout p appartenant à grand N, eh bien UN sera toujours égal à UP plus n-p fois la raison. Alors, si elle vous paraît compliquée, dites-vous tout simplement que c'est celle qu'on a utilisée dans la question 1. Dans la question 1, on connaissait U24 et U10, et on a dit U24 est égal à U10 plus, là on avait fait la différence 24 moins 10, fois la raison, pour ajouter les 14 fois la raison. Donc finalement, cette formule, c'est celle que vous avez appliquée avant. Donc on va l'appliquer ici. On va dire que donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, UN est égal à... Alors, celui qui va jouer le rôle de UP, c'est celui que j'ai choisi. J'ai choisi U10, mais j'aurais pu tout à fait choisir U24 en disant que ça valait 71. J'avais le choix ici, hein. Il me fallait un terme. C'est moi qui ai choisi U10, mais si vous choisissez U24, qu'on connaît aussi, ça marche aussi. Donc, UN est égal à U10, plus, que me dit ma formule, je dois faire la différence entre le rang ici et le rang là. Donc, le rang ici, c'est N. Et le rang là, c'est 10. Donc, n moins 10 fois la raison. À partir de là, je vais remplacer numériquement. Donc, U10 est égal à 36. Donc, ça me donne 36 plus, alors, n moins 10 fois la raison qui vaut 5/2. Je vais pouvoir développer, donc ça me donne 36
plus n fois 5 demi, donc 5 demi de n, moins 10 fois 5 demi. Alors 10 fois 5 demi, ça fait en fait 50 divisé par 2, donc ça fait moins 25 ici. Donc 36 moins 25, bien j'obtiens 11 plus 5 demi de n. Alors vous pouvez le laisser écrit comme ça, de temps en temps, on repasse le 5 demi de n en premier. Ça c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Donc finalement, j'ai bien exprimé un en fonction de n, puisque j'ai trouvé qu'un c'était 5 demi de n plus 11. Je n'oublie pas que dans cette question, on me demandait de déterminer U0. Donc U0, et bien tout simplement, U0, c'est ce que je vais obtenir dans ce calcul si je remplace n par 0. Donc ça va faire 5 demi fois 0, donc 0, plus 11. Donc U0 vaut 11. Donc U0 égale 5 demi fois 0 plus 11, ce qui est égal à 11. Voilà qui vient conclure cette question 2. Dans la question 3, on me demande du coup de déterminer le sens de variation de la suite U. Alors là encore, je vais me servir de mon cours et profiter d'être dans une situation très confortable qui est que la suite U est arithmétique. Pour une suite arithmétique, le sens de variation se trouve très facilement. En fait, il dépend uniquement de la raison. Puisque pour une suite arithmétique, on a dit qu'on rajoutait toujours le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Eh bien, si le nombre que je rajoute est positif, obligatoirement, la suite va être croissante. Alors que si le nombre que je rajoute à chaque fois est négatif, eh bien, le résultat va diminuer au fur et à mesure et donc la suite sera décroissante. Donc ici, il suffit juste de repérer que la raison est strictement positive. Donc on le dit, or 5 demi est strictement positif. Et donc, la suite U est strictement croissante. Et voilà, donc cette question très courte, hein, mais c'est du cours pour une suite arithmétique. Alors l'essentiel c'est de bien avoir compris comment ça fonctionnait, ça évite d'apprendre par cœur, mais c'est dans votre cours. Donc si vous donnez l'argument que la suite est arithmétique et que la raison est strictement positive, vous pouvez directement en conclure que la suite U est strictement croissante. On passe à l'exercice 5. Soivez la suite géométrique de raison Q égale 1,3 et de premier terme V0 égale moins 16. Exprimé pour tout n appartenant à grand n, Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, en fait, c'est de tout simplement donner la formule de récurrence pour la suite V. Je dois absolument commencer en rédigeant et en informant le correcteur que j'ai remarqué que V était géométrique de raison Q égale 1,3 et de premier terme V0 égale moins 16, plutôt que l'énoncé me l'a dit. Puisque la propriété que je vais utiliser maintenant dépend directement du fait que la suite V est géométrique. Si elle était arithmétique, ça ne serait pas la même propriété. Donc vraiment, je précise bien, je suis dans le cadre d'une suite géométrique. Et donc, pour tout n appartenant à grand n, Vn plus 1 sera toujours égal à Q fois Vn. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, il faudra toujours que je multiplie par le même nombre. C'est-à-dire, encore une fois, si je reviens à la définition de ce que c'est qu'une suite géométrique, eh bien j'ai des termes V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, etc. De manière générale, si j'ai un terme Vn, le suivant s'appelle Vn plus 1 et ça continue ainsi de suite. Eh bien dans une suite géométrique, je peux calculer les termes terme à terme en faisant simplement fois la raison. Donc V0 fois Q me donne V1, V1 fois Q me donne V2, V2 fois Q me donne V3. Donc en fait, quand je veux un terme, je prends le précédent et je le multiplie par Q. Donc quand je veux Vn plus 1, je prends Vn et je fais fois Q. Donc Vn fois Q me donne Vn plus 1. Voilà, c'est du cours. On passe à la question 2. Dans la question 2, on me dit exprimer pour tout n appartenant à grand n, Vn en fonction de n, puis calculer V6. Donc en réalité, on me demande quoi? On me demande la formule explicite de la suite V. Alors là encore, dans cette question 2, je dois repréciser que V est géométrique de raison Q égale 1,3, de premier terme V0 égale moins 16, puisque si elle n'est pas géométrique, je ne peux pas utiliser la propriété que je vais exposer juste après. Pour bien comprendre, ici on me demande la formule explicite de la suite V, c'est-à-dire comment je peux exprimer Vn en fonction de n uniquement. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que V0, on le connaît, V0 c'est en fait moins 16. Donc, on a moins 16. Si on le multiplie par Q égale 1,3, on va trouver V1. Ensuite, on va trouver V2 et ainsi de suite. Donc, moins 16 ici,
si je le multiplie par Q une fois, j'obtiens V1. Si je le multiplie par Q deux fois, j'obtiens V2. Si moins 16, je le multiplie par Q 3 fois, j'obtiens V3. Donc si moins 16, je le multiplie par Q n fois, j'obtiens Vn. Donc en fait, Vn, c'est moins 16 que je vais avoir multiplié par Q n fois de suite. Donc Q fois Q fois Q fois Q fois Q fois Q fois Q. Et ça, c'est en fait tout simplement Q puissance n. Donc finalement, Vn, c'est moins 16 qui a été multiplié par Q puissance n. Alors, moins 16, si je lui redonne son nom qui était V0, j'ai donc que Vn, c'est égal à V0 fois Q à la puissance n. Donc, je l'écris et voilà la propriété de mon cours que j'applique. Donc, encore une fois, si j'ai compris réellement ce que c'était qu'une suite géométrique, la propriété ici est relativement logique. Je vais remplacer maintenant V0 par ce qu'il vaut, moins 16, et Q par ce qu'il vaut, 1,3, puisque pour l'instant, Vn est exprimé en fonction de V0, de Q et de N. Moi, je veux l'exprimer qu'en fonction de N. Donc, ça veut dire que les autres, V0 et Q, je dois leur donner les valeurs numériques qu'elles valent. Et j'obtiens donc que Vn est égal à moins 16 fois 1,3 à la puissance n. Alors attention, petite précision sur une erreur qu'on voit souvent. On voit souvent les élèves qui multiplient 16 avec 1,3. Non, non, non. 1,3 est à la puissance n. Donc je ne peux pas multiplier un nombre qui est sous une puissance avec un nombre qui n'est pas sous la même puissance. Voilà. Donc interdiction, on laisse écrit comme ça. Et donc ça conclut la première partie de la question 2, puisque je vous rappelle qu'il y avait une deuxième partie qui était de calculer V6. Donc pour calculer V6, eh bien on va reprendre la formule explicite qu'on a là et on va remplacer n par 6. Donc si Vn valait moins 16 fois 1,3 puissance n, V6 ça vaut moins 16 fois 1,3 à la puissance 6. Ce qui vaut moins 77,228944. Voilà. Bon. Ici, vous pouviez donner une valeur arrondie si vous le souhaitiez. Ça n'est pas gênant. La valeur exacte, c'est celle-là. On passe du coup à la question 3. La question 3 de cet exercice 5, c'est de déterminer le sens de variation de la suite V. Alors encore une fois ici, je vais me servir de mon cours et du cadre qu'il m'offre pour les suites géométriques. Pour les suites géométriques, eh bien, le sens de variation dépend de deux choses. Autant pour les suites arithmétiques, ça ne dépendait que de la raison, R. Autant pour les suites géométriques, ça dépend à la fois de la raison, mais également du signe du premier terme. Ici, on a un premier terme qui vaut moins 16 et qui est donc négatif. On se le note puisque c'est très important pour le résultat de notre théorème. Et la raison, elle, on remarque qu'elle est plus grande que 1. Donc Q est strictement plus grand que 1. C'est très important puisque du coup, on part d'un nombre négatif et on fait des augmentations ici de 30%. Donc en fait, votre nombre en valeur absolue, quand on grandit quelque chose de 30%, ça augmente. Donc en valeur absolue, c'est quand on ne fait pas attention au signe. Mais attention ici, on part d'un nombre négatif. Donc en fait, notre nombre va devenir de plus en plus petit. Il va augmenter entre guillemets dans les négatifs. Hein. Ça n'a pas de sens ce que je dis là. Mais de temps en temps, ça vous aide à avoir une image. C'est-à-dire que la valeur absolue du nombre, si je ne fais pas attention au signe, grandit. Elle augmente de 30%. Mais comme j'ai un signe moins, eh bien en fait, cela revient à diminuer. Donc finalement, V0 strictement négatif et Q strictement plus grand que 1 permettent de conclure que eh bien, V est strictement décroissante. Alors, je vais vous réexpliquer là ce que je vous expliquais juste avant avec un graphique. Alors voilà, ça c'est si je pars non pas de moins 16 mais de 16. Donc vous voyez, si on augmente de 30% quelque chose qui vaut 16, eh bien les augmentations successives vont nous donner cette évolution, donc une suite croissante. Mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. On est dans le cas où en fait on part de moins 16, c'est-à-dire qu'on va augmenter de 30% comme ça, mais comme on part de moins 16, eh bien toutes ces valeurs-là vont être retransmises en négative, ce qui va nous donner cette représentation graphique ici. Vous voyez, c'est la même évolution, mais en symétrique, c'est-à-dire avec un signe moins pour tout le monde. Et donc, la suite va bien être strictement décroissante.
Alors, dans l'exercice 6, on nous dit parmi les deux graphiques suivants, une représentation est celle d'une suite arithmétique alors que l'autre est celle d'une suite géométrique. Première question, le graphique correspondant à la représentation de la suite arithmétique est-il le graphique 1 ou le graphique 2? On note U cette suite. Alors, vous devez savoir qu'un graphique qui représente une suite arithmétique, c'est un graphique dans lequel les points sont alignés. En effet, quand on passe d'un terme au suivant, là vous voyez visiblement le premier terme vaut 4, le suivant a l'air de valoir 7, le suivant a l'air de valoir 10, le suivant a l'air de valoir 13. Donc on a l'impression ici, enfin c'est pas on a l'impression, c'est quand les points sont alignés, eh bien pour passer d'un terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre. Principe de l'escalier. Voilà. Donc graphique 2, suite arithmétique, puisque les points sont alignés. Ensuite, on me demande de trouver UN en fonction de n. Il va me falloir le premier terme et la raison. Le premier terme a l'air de valoir 4 et la raison a l'air de valoir 3, puisque quand je me décale de 1, je dois monter de 3. Donc on commence par justifier. Le graphique correspondant à la suite arithmétique est le 2, car les points sont alignés. Le premier terme semble être U0 égale 4. Hein. C'est parce qu'ici, on voit qu'à l'abscisse 0, eh bien, on est à une ordonnée égale à 4. La raison semble être 3, puisqu'on se rend compte que pour passer d'un terme au suivant, là, vous voyez par exemple, je passe de 4 à 7, puis de 7 à 10, puis de 10 à 13, et bien à chaque fois, je rajoute 3. Donc, je peux en déduire une expression de UN en fonction de n, qui est que pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à, alors normalement, c'est U0 plus n fois la raison dans mon cours. Donc, U0 vaut en fait 4, donc 4, plus n fois la raison qui semble valoir 3. Donc finalement, eh bien, une expression de UN en fonction de n, c'est 3n, donc n fois 3, donc 3n, plus 4. Voilà une formule explicite de la suite U. On passe à la question 2. Dans la question 2, on nous dit le graphique correspondant à la représentation de la suite géométrique. Est-il le graphique 1 ou le graphique 2? Alors, il ne nous reste plus que le graphique 1, hein, vu que dans l'énoncé, on nous a dit qu'il y en avait un, c'était une suite géométrique, l'autre, la suite arithmétique. Eh bien, si le 2, c'est la suite arithmétique, c'est que le 1, c'est la suite géométrique. Alors après, vous pouvez aussi reconnaître la forme particulière d'évolution exponentielle, comme ça, pour le graphique 1. Donc voilà, donc graphique 1, suite géométrique. Ensuite, par lecture graphique, exprimé pour tout n, Vn en fonction de n. Alors toujours pareil, hein, le premier terme, V0, on le lit sur le graphique, visiblement, il est égal à 8. Et visiblement, qu'est-ce qui se passe d'un terme au suivant? Eh bien, vous voyez, de 8, on passe à 4, de 4, on passe à 2, de 2, on passe à 1. Visiblement, à chaque fois, on divise par 2. Donc, ça laisse penser qu'on multiplie par 1/2 à chaque fois un terme pour obtenir le suivant. Donc, premier terme, V0, 8. Et la raison, visiblement, le nombre par lequel on multiplie pour passer d'un terme au suivant, eh bien, 1/2. Donc, le graphique correspondant à la suite géométrique est le 1. Le premier terme semble être V0 égale 8. La raison semble être Q égale 1/2. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la formule pour les suites géométriques, la formule explicite, quand on exprime Vn en fonction de n, eh bien, c'est Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc, V0 ici vaut 8, donc je remplace 8 fois Q, c'est 1/2, donc 1/2 à la puissance n. Voilà, qui vient conclure notre exercice. Alors, je réécris 8 un petit peu mieux. Hop, 8 fois 1/2 à la puissance n. Voilà, on en a fini. Alors, j'espère que vous avez tout bien compris. Pour vous entraîner, il y a un autre sujet que je vais vous mettre en lien tout de suite ici, qui est encore un sujet de contrôle. On a corrigé. Les mêmes notions sont abordées, donc il faut vraiment savoir le faire tout seul. À bientôt.